Et pendant cette petite pause d'une semaine, nos responsables politiques nous ont bien stressés avec cette crise budgétaire qui arrive. Et oui, la France est en faillite, hein. Et ceux qui nous ont provoqué la débâcle prétendent aujourd'hui la réparer. Bienvenue en Absurdistan. Petit résumé de notre chroniqueur Alexis Poulain. Nous allons payer leur incurie, encore une fois. Nous allons payer le fait que des gens s'arrogent le droit de mal nous gouverner, de nous maltraiter, et ensuite nous expliquent que c'est de notre faute. J'attends avec impatience la démonstration par François Bayrou de pourquoi nous devons travailler jusqu'à la mort et pourquoi nous devons payer plus d'impôts. Mais les impôts ne vont pas augmenter, rassurez-vous. L'équation, elle est impossible. Vous avez vu le nombre de faillites, les chiffres du chômage, les chiffres de la croissance. Et derrière, la dette abyssale de l'État français. Et ce sont les responsables de ce massacre qui devraient trouver les solutions. Permettez-moi d'émettre des doutes. Et effectivement, que fait Emmanuel Macron face à la catastrophe qu'il a lui-même provoquée ? On pourrait se poser la question, mais Éric Ciotti va jusqu'à même accuser directement le président d'avoir dissous l'Assemblée nationale pour ne pas assumer l'ampleur de ce désastre. Et je le dis très clairement, je suis convaincu que M. Macron a dissous l'Assemblée nationale pour éviter d'avoir à présenter un budget pour 2025 qui aurait contenu des mesures extrêmement impopulaire, extrêmement sévère, et qu'il a laissé le choix à d'autres de le faire. Il a fait sciemment parce qu'au printemps, au moment où il dissout, le soir des Européennes, et je pense que le résultat des Européennes est un prétexte, il dispose de tous les éléments qui montrent que la situation budgétaire se dégrade. Et pendant ce temps, sur BFM Business, un chroniqueur perd patience et balance tout. Nos finances sont gérées par des incompétents. Pas de simples erreurs, non, de l'incompétence pure. Je ne veux pas être irrespectueux, j'écoute vraiment plus Emmanuel Macron sur tout le plan économique. C'est-à-dire, je pense qu'à un moment, il faut avoir un peu d'humilité. Quand on a aussi mal géré les finances françaises, on n'a absolument pas le droit de donner un cours d'économie ni de s'exprimer sur le sujet. Quand on a une dette de 3 300 milliards, qu'on est dans l'immobilisme total, qu'on a un déficit qui est de 5,8%, j'ai envie de lui dire, on se tait. Léthargie du peuple français qui laisse tout passer. On va agiter devant vous ce qui devrait créer une révolution et vous n'avez rien fait. Vous n'allez rien faire. Parce que vous êtes des clébards. Vous êtes des clébards. Vous ne prenez même pas la peine de lire les preuves qu'on vous met sous les yeux. Et c'est ce que je voulais faire, les amis. Je voulais faire cette vidéo le plus vite possible pour vous montrer qu'ils nous mettent les preuves sous les yeux. Tout est là. Tout est là. Les partis d'opposition peuvent lire ça et peuvent saisir, peuvent faire des procédures en destitution. Et ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Et c'est pour ça que des guignols comme moi sont là pour vous dire, ils nous mettent les preuves sous les yeux, je vais perdre mon temps, je vais les lire et je vais vous les raconter. Pour expliquer que de Mélenchon à Le Pen, si rien n'est fait malgré ça, c'est que ce sont des ordures. Ce sont des escrocs, en fait. Tout bonnement. Parce que ça vaut une procédure en destitution. Un président de la République qui a donné des éléments de langage à des gens qui devaient témoigner sous serment concernant le Covid, pour cacher des choses. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Donc désormais, une fois de plus, j'attends de nos partis d'opposition, quels qu'ils soient, de l'extrême gauche à l'extrême droite, je tirerai mon chapeau, j'en parlerai dans Juste Milieu, et j'applaudirai le moindre représentant politique qui s'engagera dans cette démarche de visibiliser ça et de dire nous devons virer ces ordures qui sont au pouvoir. Et s'ils ne le font pas, c'est de la complicité. Mais des voix sérieuses existent encore. Sur CNews, le financier Charles Gave présente un plan choc pour sortir de la crise, mais pas sûr en revanche que la lâcheté qui nous gouverne suive ses recommandations. J'envoie une lettre commandée à la Commission européenne, ce qui est la procédure requise par les traités, pour dire je sors de l'Europe, je sors de l'euro, je reprends le contrôle de la monnaie, il y a 1400 hautes autorités, grands conseils en France, qui dépensent à peu près 130 milliards d'euros. C'est de la corruption, puis c'est simple. Je les supprime tous. Je dis plus un grand conseil, plus une autorité. Je fais 130 milliards et je baisse les impôts des Français de 130 milliards. Et je leur dis au boulot, les gars, et je dis à tous les Français, ce serait bien si vous reveniez de l'étranger. Et puis je vais baisser tous les impôts. Au fur et à mesure que je coupe les coûts qui servent à rien, je baisse les impôts. Et vous verrez comme ça redémarrera. Là, régler le problème de la France, c'est enfantin. Enfantin ? Enfantin. Vous le faites en 5 minutes si vous avez le courage politique. Il n'y a aucun problème. Et si on partage le même diagnostic que vous ? Il n'y en a pas d'autre. Mais évidemment, les vrais responsables cherchent un bouc émissaire. Sur France Info, le président du MEDEF trouve la solution. Si les caisses sont vides, c'est à cause des non-vaccinés. Oui, vous avez bien entendu. Il y a des prestations qui sont remboursées et qui ne devraient pas l'être. Enfin, quand vous avez des patients... Vous pensez à la santé, notamment ? Non, mais quand vous avez des patients qui refusent de se faire vacciner et qui ensuite sont hospitalisés aux frais de la collectivité,
à un moment donné, ça serait pas illogique de leur dire, écoutez, vous avez refusé d'être vacciné alors que la vaccination est gratuite, vous coûtez très cher à la collectivité, donc vous payez les traitements que vous subissez parce que vous n'avez pas accepté d'être vacciné. Mais c'est pas de la discrimination, ça? Mais c'est pas de la discrimination. Aucun chef d'État n'était vacciné, et Macron pas plus. Ils ont monté leur chemise, leur blanche chemise, sur leur blanche peau blanche, mais qu'est-ce qu'on leur a mis? De l'eau, je ne sais pas. Mais aucun n'était vacciné, parce qu'on n'était pas sûr. Scientifiquement, personne. Par contre, le seul qui a fait le vaccin, c'est moi. J'ai fait le Johnson, et j'ai failli en crever. 4 opérations du cœur alors qu'il n'avait jamais rien eu. Et c'est à cause de ça que je suis sorti du monde des combattants et que j'aspire à y rentrer parce que je me trouve aujourd'hui en délit de fuite. On est dans une forme de déresponsabilisation totale où finalement, partant du principe que c'est les autres qui payent, certains, heureusement ce n'est pas encore une généralité, certains se disent c'est gratuit. Et ce genre de propagande ne s'est pas arrêté là. Car dans les coulisses, certains dossiers explosifs sont volontairement enterrés, notamment sur le Covid. Sur LCI, David Pujadas révèle en effet qu'un rapport officiel sur une possible fuite du virus depuis un laboratoire chinois a été bloqué par l'Allemagne. Comment nourrir les complotismes qu'on va ensuite dénoncer? Le très sérieux quotidien allemand Die Zeit révèle qu'Angela Merkel et son ministre de l'Intérieur avaient dans leurs mains, dès le début du Covid en 2020, un rapport confidentiel des services de renseignement allemands qui concluait à une très forte probabilité d'un accident de laboratoire. Eh bien, que s'est-il passé? Ce rapport a été mis au placard. Il a été enterré. Ce n'est que bien des années ensuite que ce rapport a refait surface lorsque cette hypothèse est devenue la plus vraisemblable et aujourd'hui encore, elle est considérée comme la plus probable, mais 5 ans après. 5 ans après. Et à l'époque, encore une fois, c'était considéré comme complotiste. Imaginez l'effet que peut avoir sur tous ceux qui se disent « on nous cache tout, on nous dit rien », l'effet que peut avoir cette information, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est dévastateur. Mais ce mépris, ce mensonge, cette morgue, tout ça, on l'a déjà vu, pendant les Gilets jaunes notamment. Souvenez-vous de Daniel Cohn-Bendit sur RMC, qui parle du peuple avec une arrogance rare. Le mouvement des Gilets jaunes, qui a commencé à l'automne 2018, contre la hausse des prix du carburant, n'était pas planifié non plus. Est-ce que tu rejettes, là aussi, toute comparaison, évidemment, par rapport à mai 68? Vous savez ce que vous répondez? Je sais. Oui, les Gilets jaunes... Ouais, mais vous m'insultez ainsi que plein de gens. Oui, les Gilets jaunes étaient des révoltés franchouillards, souvent blessés socialement, mais enfermés dans une pensée hexagonale. Ah oui? Bah, expliquez. Donc on est des bœufs, c'est ce que vous dites. Non, non, j'ai pas si, des beaufs. Des beaufs. C'est écrit noir sur blanc. Vous étiez des beaufs. Voilà. Je m'excuse, j'ai l'habitude d'écrire ce que je pense. Eh ben vous savez ce que je vais penser? Eh ben vous n'avez pas changé. Vous avez toujours la grosse tête. Voilà. Et sur RTL, il en remet une couche. La démocratie, ce n'est pas pour le peuple, mais pour les juges. La justice décide, la cour d'appel va décider, la cour de cassation va décider, c'est à eux de décider. Ce n'est pas la majorité de dire, c'est au peuple de décider. Non, il y a le droit. Alors, ou le droit l'empêche, ou le droit ne l'empêche pas. Voilà, c'est tout. Rien que la justice, toute la justice. Et c'est cette même caste protégée par ses scribes qui donne des leçons de morale au monde entier. Et retournons sur YouTube avec de nouveau Charles Gave qui ne supporte plus l'attitude de ces journalistes français qui, confortablement installés, méprisent Trump mais n'ont rien à dire sur l'état réel de leur pays. Ça peut toujours rigoler, ces gars, si vous voulez, qui ont fait une école de journalisme et qui portent des jugements sur un type comme Trump, qui a quand même fait une énorme fortune dans l'immobilier, puis après il a perdu aussi à l'occasion. Il a perdu, mais tout le monde en perd de temps en temps, ça c'est pas nouveau. Ensuite, il a eu le show aux États-Unis, qui a été numéro 1 pendant je sais pas combien d'années, 20 ans de suite. Il se présente à l'élection, il est élu. Puis ensuite, il se fait battre. Et pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, il se représente à nouveau, cette fois-ci, il est réélu. Donc c'est quand même un type qui a un parcours tout à fait extraordinaire, quoi. Il doit avoir du talent, là, je le connais pas, hein, mais il doit avoir un certain talent, quoi. Et vous avez tous ces espèces de petits hommes grisâtres, là, qui disent vraiment, il est nul. Mais regarde-toi, mon grand. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Et l'ancienne ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, sur BFM, est l'illustration parfaite de cette arrogance, tout en croyant faire de l'humour. Si j'étais un journaliste italien, c'est la première question que je poserais à Madame Giorgia Meloni après son... Est-ce que vous allez Non, mais quel goût a le cul de Donald?
Elle est élégante. C'est très très drôle, hein. Non mais c'est très subtil. Et un naufrage qui n'étonnera personne. Hein. Et quand on se replonge dans un documentaire YouTube dont je vous avais parlé dans une précédente chronique, on se rend compte qu'un éditorialiste comme Christophe Barbier a servi dès 2017 la soupe à ce pouvoir macroniste avec un zèle rare. Je ne veux pas que ce groupe passe à une guerre civile avec un camp contre l'autre. Je suis dans une position, je vous l'ai dit, schizophrénique. Je l'assumerai le plus longtemps possible. Et il n'a pas choisi le bon camp. Il a choisi l'autre camp. Pourquoi ? Parce qu'il voulait sauver sa place. Voilà. Et il a lâché tout le monde. Et il a même collaboré. Et il y avait même un moment, il avait un surnom qui n'était pas plaisant. On l'appelait Klaus Barbier. D'accord ? Je vous laisse imaginer. Pourquoi ? Parce qu'il a aidé l'actionnaire à choisir qui il fallait virer et qui il fallait garder. Barbier aidait Drahi à virer les collègues. Et pour l'actionnaire, il avait un autre avantage. Il vénérait Macron. Populaire. Pourquoi Macron plaît ? Par sa jeunesse, par son style, par son brillant, mais aussi par son audace. L'audace de dire que rien n'est écrit et qu'il n'y a pas à respecter les canons de l'ancien temps pour se présenter à la présidentielle. En mars 2016, le duo Barbier-Mourad lance une nouvelle formule de l'Express. Pour la soirée de lancement, Emmanuel et Brigitte sont venus en personne féliciter Christophe et Bernard. Et il y avait de quoi ? Près de 14 pages dithyrambiques consacrées au chouchou de Patrick Drahi. Dans son édito, Barbier appelle même Hollande à renoncer en 2017. Écoutons donc l'édito de Christophe Barbier qui appelle François Hollande à lâcher l'affaire au profit de Macron. En mai 2017, la France n'a pas besoin d'un débat recuit entre Sarkozy et Hollande, parce qu'il incarne ce mélange d'imagination et de courage qui s'appelle la modernité. Emmanuel Macron est à la une du premier numéro de l'Express. Emmené par Barbier, la rédaction de l'Express pilonne mois après mois. Un président Hollande désormais dans l'ombre, de son flamboyant ministre qui prend toute la lumière. Jacques Tronceau se souvient d'une véritable campagne promotionnelle. Christophe Barbier, lui, son truc, c'est de dire moi j'avais les mêmes idées que Macron, mais avant Macron, c'est Macron qui m'a copié, c'est pas moi qui ai copié Macron. Donc je n'ai pas aidé à l'élection de Macron puisque globalement j'avais les mêmes idées. Donc c'est Macron qui a gagné grâce à moi. Je caricature. Mais il y a eu un nombre de couvertures sur Macron à l'époque en 2016-2017 qui était délirant. Et une presse qui était très favorable à Macron. Donc la presse Drahi particulièrement, mais pas uniquement. Voilà, donc la boucle est bouclée. Crise budgétaire, mépris de classe, mensonge d'État, journalisme militant, bref, tout est lié. Tout continue comme avant, comme si de rien n'était, sauf que maintenant, nous les voyons et pouvons dénoncer leur alliance et leur arrogance. Et on peut compter sur vous pour cela, Louis. Merci pour cette chronique. Merci à tous.